Décryptage. Bonsoir, mesdames et messieurs. État des lieux de la coopération Côte d'Ivoire-Reste du monde, principaux partenaires de la Côte d'Ivoire, la candidature de la Côte d'Ivoire à l'ONU, le point des offensives à l'extérieur, le phénomène des migrants, du terrorisme. Le ministre des Affaires étrangères, sans langue de bois, s'est exprimé sur tous ces sujets. Homme d'ordinaire discret, Marcel Amontano est sorti de sa réserve pour parler de ces sujets très importants. D'entrée de jeu, le ministre des Affaires étrangères a fait le point de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le reste du monde. Le président de la République, à partir de 2011, a privilégié tout d'abord les bonnes relations avec les pays limitrophes. Il a multiplié non seulement les visites dans ces pays-là, mais également sa participation aux organismes de la sous-région. Et il a eu l'opportunité de diriger la CEDEAO pendant 2 ans, au cours desquels s'est posé le problème important de la crise au Mali et en Guinée-Bissau. Et en aidant à résoudre ces 2 crises majeures des pays d'Afrique de l'Ouest, il s'est attiré la sympathie de la plupart des 15 États membres de la CEDEAO. Et à partir de là, une fois qu'avec les pays voisins et les pays de l'ensemble de la région, parce que j'ai cité les pays limitrophes, mais il y avait également les pays comme le Sénégal, le Togo, le Bénin, même le Grand Nigeria. Et grâce à tout cela, la Côte d'Ivoire a pu se repositionner sur la sous-région, ensuite sur le continent, en participant notamment à tous les sommets de l'Union africaine depuis qu'il est au pouvoir, et en rendant visite à un certain nombre de ces pays, en Afrique centrale, en Afrique du Sud même, en Afrique du Nord, de sorte que sur le continent africain, la Côte d'Ivoire est redevenue l'ami de tout le monde et l'ennemi de personne. Ensuite, il y avait les offensives vis-à-vis des autres continents, l'Europe, le continent américain, le continent asiatique. Le président a multiplié également les offensives sur ces continents-là. Nous avons bénéficié en Europe d'une invitation de la chancelière Merkel, du président de l'époque Sarkozy. Nous avons été en Asie, en Chine, nous avons eu une visite en Corée, nous avons été aux Nations Unies chaque année, sauf une année, depuis que le président est au pouvoir. Et ça a contribué à mieux faire comprendre au monde les ressorts de la crise que nous avions vécue et comment la Côte d'Ivoire entendait en sortir. Le taux de croissance également, qui est en moyenne de 9% depuis 2012, nous a beaucoup aidé et a donné de la crédibilité également à travers l'action économique du président de la République. Donc c'est un peu cela que le président s'est attelé à faire. Bon, on l'a beaucoup critiqué, on a dit qu'il voyageait beaucoup, mais je crois que les résultats sont là aujourd'hui, on en est très fiers. Dans cette offensive diplomatique, certains pays, et non des moindres, se sont distingués comme étant les principaux partenaires de la Côte d'Ivoire au niveau des investissements. On écoute à nouveau le ministre des Affaires étrangères. Les premiers partenaires de la Côte d'Ivoire restent quand même la France, la Grande-Bretagne, la Chine, la Suisse, le Maroc. Tous les présidents qui se sont succédés à la tête de notre pays ont toujours dit que la Côte d'Ivoire était ouverte à tout le monde. Nos amis français nous le leur avons répété, quoi qu'ils le comprennent. Même chez eux, aujourd'hui, la concurrence elle est mondiale. Évidemment, nous avons toujours une attention toute particulière pour nos amis historiques, dont la France. Les investissements chinois sont très importants en Côte d'Ivoire. Les investissements coréens aussi, pour parler de l'Asie, il y a quand même ce projet phare qui est un investissement franco-coréen du train urbain qui est en cours. Donc la Côte d'Ivoire est un pays ouvert. Nous essayons surtout d'avoir un code des investissements attractif. Nous essayons d'avoir des procédures simplifiées qui permettent de créer une entreprise aujourd'hui en Côte d'Ivoire en 48 heures pratiquement avec les efforts du guichet unique du CPC. Donc nous essayons de faire en sorte que, en plus de l'environnement macroéconomique et de l'environnement des affaires qui a été assaini, de l'accompagnement de l'outil de justice, nous avons fait en sorte que ça a attiré beaucoup d'investisseurs. Le ministre des Affaires étrangères est justement revenu sur l'enveloppe de la Chine allouée aux pays africains il y a 2 ans. Marcel Amontano a indiqué à cette occasion que chaque pays pourrait en tirer profit selon son dynamisme. Il n'y a pas une part par pays. La Chine a développé une enveloppe. Ensuite, c'est le dynamisme de chaque État qui fait que tel ou tel pays va contribuer de telle ou telle part de l'enveloppe globale. Nous essayons d'avoir une diplomatie agressive au niveau de la Chine à travers notre représentation à Pékin pour faire en sorte que d'abord on présente dans les délais qui nous ont été impartis des projets bancables, puis qu'ensuite il y a un suivi pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire tire le meilleur parti qu'elle puisse tirer
d'une telle coopération et de cette opportunité que la Chine nous offre. À l'occasion du Forum sur l'émergence qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire les 28, 29, 30 mars, nous allons tenir la 3e session de la commission mixte ivoiro-chinoise. Ça sera le 27 et le ministre chinois du Commerce qui participe aux commissions mixtes sera présent en Côte d'Ivoire et nous allons donc travailler à faire en sorte que cette coopération devienne de plus en plus dynamique. Le chef de la diplomatie ivoirienne est également revenu sur les raisons de la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est quand même une locomotive au niveau de la sous-région. On est en termes de puissance, pour utiliser votre terme, le 2e pays après le Nigeria. Donc ce n'est pas mal. Et surtout, nous pensons qu'avec tout ce que le monde nous a donné ces dernières années, en nous soutenant pendant la crise, après la crise, et compte tenu de l'expertise que nous avons tirée de la gestion post-crise, même de la crise, pour un pays, on en tire des leçons. Et nous avons estimé que nous avions une expertise à partager avec les autres pays du monde, d'autant plus que les problématiques qui se posent au monde aujourd'hui, ce sont des problématiques liées à la paix, liées à la sécurité, le problème du terrorisme, le problème de la gestion post-crise. Et nous pensons aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a une expertise à mettre au service de la communauté internationale. Et mieux, compte tenu également de l'expertise que nous avons tirée sur le terrain militaire, aujourd'hui, nous sommes prêts à nouveau à participer à des opérations de paix des Nations Unies. Le chef de la diplomatie ivoirienne est également revenu sur les raisons de la candidature de la Côte d'Ivoire pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique. Le rôle du ministère des Affaires étrangères, c'est d'accompagner le président de la République dans ses initiatives extérieures. Et nous essayons de faire en sorte que cet accompagnement se fasse le mieux possible et que nous fassions en sorte que les actions posées par le président perdurent dans la durée et que nous fassions le suivi des actes qu'il pose, aussi bien sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. New York, nous sommes allés parce que nous avions l'opportunité que les Nations Unies nous offraient de nous adresser au Conseil de sécurité. Le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire ne s'est pas adressé au Conseil de sécurité depuis le ministre Essi Amama. Donc nous avons saisi cette opportunité, surtout après les événements récents que nous avons connus dans notre pays. Et nous nous sommes retrouvés au Conseil de sécurité au lendemain des événements d'Adjéké pour rassurer nos amis, rassurer la communauté internationale, rassurer les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité et leur dire que la Côte d'Ivoire est stable, que ce qui s'est passé est inquiétant parce que c'est démonstratif. Mais ça nous a permis de prendre conscience du fait que nous devions accélérer la RSS, la réforme du secteur de sécurité, mettre en œuvre avec plus de diligence la loi de programmation militaire et insister sur le volet formation, entraînement et notamment à l'intérieur de ce volet le segment discipline. Et la loi de programmation militaire est une loi qui apporte des réponses principalement aux problèmes des conditions de travail et de vie de nos soldats, aussi bien dans les casernes qu'en ville. C'est New York qui vote. Donc ce sont les représentants des États à l'Assemblée générale des Nations Unies qui vont voter le 2 juin 2017. C'est un vote qualifié, c'est-à-dire que pour être élu membre non permanent du Conseil de sécurité, et nous visons la période 2018-2019, il faut être élu aux 2/3 des membres de l'Assemblée générale, donc des pays. C'est pour ça qu'on se bat. Vous savez, il suffit qu'un pays ne soit pas présent ce jour-là dans la salle pour voter, il perd le pouvoir. Donc on essaie de sensibiliser les pays. Notre candidature a été adoubée par ECOWAS, la CEDEAO, a été adoubée par l'Union africaine, mais on continue à tenir ces pays-là en alerte et à leur dire n'oubliez pas que le 2 juin on a besoin de vous. Et à chaque occasion, on le rappelle au pays. Nous avons rappelé le président lui-même en recevant le ministre britannique des Affaires africaines. On a reçu l'ambassadeur de Suisse il y a 2 jours, je le fais. À chaque fois que j'ai une rencontre, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau africain, européen, asiatique, etc., on le leur rappelle. Il y en a qui demandent ce qu'on appelle des soutiens croisés. C'est-à-dire, ah oui, okay, on vous soutient pour 2019, nous on est candidat en 2020, 2022, etc. Bon, donc, en général, on a des bons procédés, il n'y a pas de souci. Je crois que l'Allemagne nous l'a demandé, quel autre pays, la Suisse nous l'a demandé, la Belgique nous l'a demandé, etc. Sur le principe, il n'y a pas de problème. Mais on essaie d'avoir une campagne, mais maintenant, se focaliser sur New York. Pour ce qui est des droits de l'homme,
Le ministre des Affaires étrangères s'est voulu rassurant. Il n'y a aucun problème des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Nous avons rencontré le haut commissaire aux droits de l'homme. Nous avons été fiers et réconfortés. Il reste des progrès à faire, bien sûr. En matière de droits de l'homme, en matière de promotion, en matière de veille, on n'est jamais parfait. Mais dire que la Côte d'Ivoire n'a pas fait d'énormes efforts ne serait pas honnête. J'en veux pour preuve ce décret qui vient d'être pris en Conseil des ministres il y a 15 jours par le président de la République pour protéger les acteurs des droits de l'homme. Et j'ai fait remarquer à tous mes interlocuteurs, aussi bien le président du Conseil des droits de l'homme que le haut commissaire, que ce décret a été pris à l'initiative du gouvernement. C'est-à-dire que nous n'avons subi aucune pression, ni intérieure, ni extérieure, ni des ONG qui militent en faveur des droits de l'homme pour prendre ce décret. Il y a peu de pays dans le monde, sur le continent, on n'en parle pas, mais dans le monde même, qui a un tel dispositif. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères s'est également prononcé sur le phénomène des migrants. Du point de vue humain, c'est pas parce que quelqu'un est dans l'illégalité en tant que migrant, excusez-moi l'expression que je vais utiliser, qu'on doit le traiter comme un animal. C'est un être humain. Donc nous nous sommes élevés contre le traitement qui est fait aux migrants illégaux, irréguliers, pour dire que le Conseil des droits de l'homme devrait interpeller les États qui font subir ces traitements inhumains à ces migrants-là. Et que la Côte d'Ivoire associait sa voix à tous les pays qui protestaient contre cet état de fait. Maintenant, vous savez que nous sommes le champignon de la patrie. Tout individu, tout être humain qui vit sur cette planète doit pouvoir être rattaché à un pays. C'est le minimum en termes d'identité, c'est le minimum en termes de culture, c'est le minimum en termes de droit d'exister. Maintenant, au niveau de la migration, il y a un phénomène qui se répand de plus en plus. Un certain nombre de migrants se prétendent ivoiriens. Alors moi, je dis bien se prétendent. Il y a même une mission en ce moment en Italie qui est interministérielle, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères, etc., pour adresser cette question et voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour vérifier l'origine de ces migrants. Parce que y en a qui n'ont aucun papier, qui disent on est de Côte d'Ivoire. On pose quelques questions qui montrent de toute évidence que ce monsieur n'est pas ressortissant de Côte d'Ivoire. Il présente parfois des extraits de naissance, mais c'est tout. Il n'y a jamais de carte d'identité, il n'y a jamais de passeport périmé, etc. Donc nous, on soupçonne un trafic d'extraits de naissance. On est en train de regarder avec le ministre de l'Intérieur pour voir un peu quel est le mécanisme qu'on peut mettre en place pour vérifier la véracité des déclarations de ces migrants soi-disant ivoiriens. Et c'est le problème que nous a posé la Suisse, le problème que m'a posé le ministre de Grande-Bretagne chargé des affaires africaines. Une fois qu'il est établi de manière irréfutable que cette personne est ivoirienne, évidemment, nous contribuons à son rapatriement en Côte d'Ivoire. Le Maroc entend intégrer prochainement la CEDEAO. Le regard de la Côte d'Ivoire exprimé par le ministre des Affaires étrangères. Nous avons soutenu la candidature à l'Union africaine, le retour du Maroc dans sa famille naturelle. C'est que nous sommes une organisation sous-régionale. Nous allons consulter nos amis, les 14 pays, plus la Côte d'Ivoire, ça fait 15, et puis aviser. Mais en tout état de cause, ce que je dois vous dire, c'est que il faut que ce soit toujours, surtout dans les relations sud-sud, des partenariats gagnant-gagnant. C'est-à-dire que le Maroc, de toute évidence, a un intérêt à venir dans la CEDEAO, sinon elle n'exprimerait pas ce souhait. Il faut que nous, en retour, nous puissions regarder les avantages comparatifs que ça peut nous offrir d'accès au marché marocain. Après la crise en Gambie, il appartient aujourd'hui à la CEDEAO de maintenir le cap selon le chef de la diplomatie ivoirienne. La CEDEAO va du succès en succès. Je dois dire avec une certaine fierté que c'est l'une des organisations sous-régionales qui fonctionne le mieux sur le continent. Déjà, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dépense de l'argent pour maintenir des troupes sur le sol gambien. Il était prévu que ces troupes-là restent très peu de temps après le départ du président Yahya Jammeh, parce que l'objectif, c'était de faire partir le président Yahya Jammeh, non par la force, mais pour faire respecter le verdict des urnes. Et ensuite, le président Barrow a souhaité que la CEDEAO reste plus longtemps pour le sécuriser et sécuriser le pays. C'est ce que la CEDEAO fait. Nous essayons de tendre la main vis-à-vis d'un certain nombre de nos amis pour nous aider à supporter la charge financière que cela induit. C'est déjà beaucoup. C'est une bonne chose que la Gambie revienne dans la famille de la démocratie, dans la famille des libertés d'expression. Ça va stabiliser aussi la frontière avec le Sénégal et surtout la Casamance. La Casamance reste la base arrière en Gambie. Et je crois que le premier grand bénéficiaire de cette situation, c'est le Sénégal. C'est pour ça que d'ailleurs le Sénégal a été à l'avant-garde de l'offensive, de l'initiative vis-à-vis de la Gambie. Lundi prochain, la Côte d'Ivoire va honorer la mémoire de tous ceux qui sont morts
lors de l'attaque terroriste de 13 mars 2016 à Grand-Bassam. Pour le ministre des Affaires étrangères, on ne doit pas oublier et on doit s'en souvenir. Vous savez, heureusement que l'oubli existe. Quand on perd un parent qui nous est cher, c'est le temps qui nous aide à faire en sorte qu'on continue à vivre. Il faut toujours tirer les leçons des événements. Les leçons négatives, mais surtout les leçons positives pour aller de l'avant. Je pense qu'à cette occasion, les forces de défense et de sécurité ont prouvé au monde leur capacité de réagir avec promptitude à ce type d'attaque. L'ONUCI était là, mais nos forces sont intervenues seules. Les élections présidentielles de 2015, elles ont été parfaitement sécurisées par nos forces de défense et de sécurité. Le référendum, identique. Vous prenez les élections législatives, identiques. Donc nos forces ont une vraie capacité. On a un problème avec elles qu'on est en train de régler, mais dire qu'elles n'ont pas de capacité, c'est pas vrai. Moi, je considère que le terrorisme, Grand-Bassam, on va commémorer parce qu'un pays, il est important qu'un pays ait une mémoire. Il est important aussi d'honorer ceux qui sont morts et qui ont payé. Il y a ceux qui sont partis, il y a les familles qui ont subi. C'est normal de les honorer. Mais il faut qu'on continue à en tirer les leçons. Les mesures idoines soient prises pour que si jamais ça arrivait, et on espère que non, on ait une réaction encore plus prompte et plus adaptée. Sur les récents remous sociaux, notre invité a indiqué que la formation reste la solution à ces soulèvements. La formation, c'est important. Nous savons exactement quelles sont les cibles sur lesquelles nous devons agir plus profondément pour faire en sorte que ce type de phénomène ne se reproduise plus. Mais en même temps, j'ai fait remarquer à la communauté internationale que le DDR était prévu en 4 ans. Il s'est fait en 2 ans par la volonté du président de la République, qui était une volonté politique, mais suivie de moyens. Nous avons financé le DDR autour de 70% nous-mêmes. Et c'est rare dans l'histoire de DDR dans le monde. La plupart du temps, c'est la communauté internationale qui finance. Si on a pu réduire le délai à 2 ans, c'est parce qu'on a financé nous-mêmes. Cet échange a pris fin sur la situation aux États-Unis, notamment la position de la Côte d'Ivoire sur les nouveaux dirigeants américains. Les Américains ont élu Donald Trump. C'est un choix libre des États-Unis d'Amérique. C'est un pays indépendant, comme nos pays élisent des présidents qu'ils souhaitent. Donc nous n'avons pas de commentaires à faire par rapport à l'élection de Donald Trump. C'est vrai que ces déclarations et un certain nombre de décrets qu'il signe, qui visent l'immigration, sont mal perçus à travers le monde. Nous attendons de voir. Je me suis entretenu avec le chargé d'affaires des États-Unis en Côte d'Ivoire et nous lui avons dit que nous étions très attentifs aux actes posés par la nouvelle administration américaine. J'aurai l'occasion de rencontrer des responsables du département d'État, je l'espère au mois de juin. Et à ce moment-là, je pense que nous en saurons davantage. Ici s'achève cette grande première. Merci au ministre Marcel Amontano pour nous avoir accordé cette interview. Merci au groupe Fatente Matin, son directeur général Venance Conan et Amédée Assi. À très vite.